Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est 18 heures, donc voilà, nous pouvons commencer. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Collège de France pour évoquer avec vous un projet de recherche qui a commencé il y a déjà un an environ dans le cadre de Avenir commun durable du Collège de France. Et ce projet, ce programme, est intitulé « Les politiques de l'eau au Proche-Orient, de Sumer à nos jours ». C'est un programme qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet 2023 du programme Avenir commun durable du Collège de France et qui porte donc sur le Proche-Orient. Au Proche-Orient, l'eau a toujours été un élément fondamental pour le développement des sociétés humaines, que ce soit pour l'étude des civilisations du passé ou pour celles qui portent sur l'étude de l'époque contemporaine. Ces études, elles se complètent, elles se nourrissent et elles permettent de mieux comprendre ce qui se passe et les scénarios à venir, les enjeux qui y sont liés. Les études environnementales prennent en compte à la fois l'interdisciplinarité et les études environnementales qui prennent à la fois en compte l'interdisciplinarité et la diachronie sont relativement rares en général pour celles qui portent sur le Proche et le Moyen-Orient. Et dans cette perspective, c'est dans cette perspective que se place notre programme qui étudie la question de l'eau sur le long terme. Depuis les premières sociétés sédentaires qui se sont installées et développées au Proche-Orient jusqu'à nos jours. C'est un programme qui est soutenu par la Fondation du Collège de France et nous lui adressons nos plus vifs remerciements, de même que par le CNRS, INSHS, donc Institut des études en sciences humaines et sociales. Notre programme mobilise plusieurs équipes. Une UMR, l'UMR Proclac, qui est installée au Collège de France, à l'Institut des civilisations. Deux chaires du Collège de France, la chaire du professeur Dominique Charpin, qui est ici présent, tout à fait à votre droite, et qui porte sur l'étude de la civilisation mésopotamienne. La chaire du professeur Henri Laurence, qui porte sur l'histoire contemporaine du monde arabe. Et ce programme rassemble également des chercheurs qui sont rattachés à d'autres équipes de recherche extérieures au Collège de France, comme l'UMR Temps, qui est représenté ici par Régis Vallet, qui se trouve devant vous à votre gauche, qui est chercheur CNRS dans cette UMR. Et également une UMR qui est rattachée à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, qui est l'UMR Arc-Orient. Ce programme s'organise en plusieurs volets qui portent donc sur différentes régions du Proche-Orient. Il y a un volet qui porte sur le Levant Nord, avec comme point central un site du Proche-Orient ancien qui est le site d'Ougarit. Vous pouvez le voir. Je ne sais pas si ce pointeur veut m'obéir. Enfin, vous l'avez à gauche en rouge. Un autre volet porte sur un site qui se trouve dans le sud mésopotamien, qui est le site de Larsa. Et c'est ce site qui fera plus particulièrement l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Un autre volet, donc à la fois Ougarit et Larsa, sont des sites archéologiques qui sont actuellement étudiés dans le cadre de missions archéologiques françaises qui sont supportées par la commission des recherches archéologiques françaises à l'étranger du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
Un troisième volet porte sur un projet de barrage dans la région, sur le Tigre, dans la région nord de la Mésopotamie. C'est le projet du barrage de Marfoul. Vous l'avez également sur la diapositive. Et enfin, un dernier volet porte sur les questions d'hydropolitique au Proche-Orient contemporain. Sur la diapositive à droite, vous avez les noms des principaux partenaires donc de ce programme. Et donc, ils ont été tous cités, à l'exception de Nele Ziegler, donc, qui porte le volet sur le barrage du Tigre et qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans la salle aujourd'hui. La diapositive suivante indique les noms des différentes personnes qui ont été impliquées, qui sont impliquées aujourd'hui dans ce programme, avec donc pour les répartis en fonction des différents volets. Et nous avons c'est un programme qui a pour objectif aussi de former les jeunes chercheurs, et une partie importante de nos financements, outre les activités de terrain qu'elles permettent de supporter, une partie donc de ces financements sont là pour accueillir des jeunes chercheurs dans le cadre de ces recherches. C'est le cas de Madame Lucie C., qui est donc au centre de la table et qui parlera ce soir de l'ARSA avec Régis Vallet et Dominique Charpin. C'est le cas également de Martina Candela, qui est dans la salle et qui est une doctorante qui a rejoint notre équipe il y a un an. C'est le cas également de Monsieur Philippe Mbevo, un post-doctorant géographe qui vient de nous rejoindre juste cette semaine également pour le volet Ougarit. Et je vais m'arrêter maintenant de parler pour laisser la parole à mes collègues avec donc une présentation. Nous avons choisi de réduire à un des volets afin de pouvoir vous donner des éléments plus substantiels sur l'un de ces programmes, et c'est celui de l'ARSA dans le sud mésopotamien, au sud de l'Irak actuel. Et je laisse la parole à Régis Vallet. Merci Valérie, merci chère Valérie. Chers et chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, donc je vais vous parler du volet l'ARSA en Irak du Sud, qui ne concerne pas que l'ARSA, on va le voir tout de suite. Donc, un tout petit rappel déjà sur la géographie et l'Irak du Sud et la Mésopotamie du Sud. On est dans un milieu extrêmement contrasté, on est dans un milieu où il y a très très peu de précipitations, en dessous des 300 mm par an, très très en dessous. Et donc c'est un milieu qui impose pour les sédentaires cultivateurs d'irriguer. Sinon, c'est impossible de subsister. On ne peut pas faire d'agriculture du tout. Alors, c'est une des raisons, la raison principale, qui fait que cette région du sud de l'Irak, donc vous voyez, on se trouve ici, cette région a été occupée et colonisée par les sédentaires très tard dans le courant du néolithique, au 7e millénaire avant Jésus-Christ, à une période que l'on appelle l'Obeid Zéro, et que la mission que je dirige a découvert dans les années 80. À l'époque, j'étais étudiant, bien sûr, et c'est là que j'ai été formé. Donc vous avez ici une carte qui vous présente la situation des diverses cultures à cette époque-là. Donc on est bien avant Sumer, hein, c'est vraiment les origines. Et donc il y a un problème d'accès à l'eau. Il faut impérativement faire dériver l'eau des fleuves ou de leurs divers bras. Il faut aussi la drainer, parce qu'il faut savoir qu'il y a des problèmes d'inondation épouvantables et qu'on passe sans cesse d'un temps où on manque d'eau, il faut aller chercher l'eau, il n'y en a pas, à une période où le fleuve rompt ses digues et toute la plaine est inondée. Je l'ai vu moi-même, c'est la mer jusqu'à l'horizon. Donc il faut drainer, il faut maîtriser ça, il faut faire de la gestion de l'eau autant que possible. Et en même temps, c'est un milieu vraiment extraordinaire, parce que vous voyez, j'ai mis la photo à droite pour signaler la présence juste à côté, vraiment près du rivage, d'un autre milieu naturel, c'est les grands marais du sud de l'Irak, évidemment. Donc, c'est une région qui n'a jamais en réalité manqué de ressources. Il suffit juste d'aller les chercher.
Et les grands marais du sud de l'Irak, vous le savez, actuellement font l'objet d'une catastrophe écologique, puisqu'il en reste à peu près 10%, 10-15% à peu près. Mais pendant toute l'Antiquité, ça a été une source de nourriture extrêmement importante. Alors, ça, c'est quelques images pour vous montrer le début de l'histoire en Mésopotamie du Sud. Donc, ces premiers sédentaires qui ont occupé la région sont les inventeurs de l'agriculture irriguée. Avant eux, ça n'existe pas. C'est les premiers qui mettent ça en place vers 6500 avant Jésus-Christ, et ils sont connus sur un seul site, le site de Waili, que la mission fouille. On l'a découvert en 67, il a été mis en fouille en 76 et on continue de le fouiller. Et c'est ce site-là, il n'y en a pas d'autres pour cette période aussi ancienne de connue actuellement, qui nous donne les premières informations sur l'irrigation en basse Mésopotamie. Et vous voyez que là, vous avez à droite une habitation avec des grandes salles hypostyles. En bas à gauche, vous avez des greniers surélevés de façon à créer un vide sanitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer le tout début de l'histoire en Irak du Sud. Et surtout, c'est très important qu'on a déjà affaire à des cultures très développées, très organisées, très complexes. Ce n'est pas des petits sites avec quelques maisons rudimentaires, monocellulaires, dispersées. C'est vraiment des gens qui sont venus s'installer là, qui maîtrisaient déjà suffisamment les techniques agricoles, qui avaient un niveau organisationnel suffisant pour en réalité mettre en place les premiers réseaux irrigués dans la région. Alors je ne fais pas du néo-Wittfogel en vous disant ça, mais simplement il est bien évident qu'il faut maîtriser, il y a des contraintes pratiques élémentaires qu'il faut impérativement surmonter. Alors, juste une image pour vous donner une toute petite idée, ce n'est pas le sujet du jour, mais une toute petite idée de la reprise des travaux. On a repris évidemment en parallèle à Larsa la fouille de ce site Waili, et vous avez ici un détail du plan qu'on est en train de dégager. On a à peu près un peu plus de 600 hectares de ce village, et c'est de l'habitat qui est extrêmement compact, avec déjà des ruelles. On est en 6500 avant Jésus-Christ, là. Donc on a déjà un tissu villageois, parce que le niveau de développement de complexité sociale n'est pas très important, mais on a déjà un tissu qui préfigure quasiment des tissus de type urbain qu'on aura à des périodes beaucoup plus tard. Et je vous montre ce bâtiment. Vous voyez le petit bâtiment B110 ici, il est spécialement intéressant. Il se trouve au cœur d'une zone de stockage, donc c'est vraiment des agriculteurs qui produisaient, qui cultivaient de façon extensive tout autour d'eux. Un bâtiment de stockage communautaire entouré par un bâtiment de production de nourriture, de traitement de la nourriture, au cœur d'une zone de stockage. Et il a livré des graines en très très grande quantité sur tous ces sols, de tout ce qu'il cultivait. Il a livré quantité de meules. On s'en servait aussi pour stocker des outils agricoles. Là, vous avez un soc d'arère en pierre, c'est un des plus anciens connus. Les Russes en ont trouvé quelques-uns dans le nord de l'Irak. Sinon, celui-là, c'est le plus ancien qu'on ait pour l'Irak du Sud. Donc, vous voyez bien que c'est des agriculteurs, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on a trouvé les boucles d'oreilles des dames qui travaillaient dans ce bâtiment pour fabriquer la nourriture pour l'ensemble du village. Elles faisaient du pain, bien entendu, on a un four à pain, mais elles faisaient aussi beaucoup d'autres choses, et peut-être déjà à l'époque de la bière, ce n'est pas impossible. Donc vous voyez déjà, je vous montre ça pour bien prendre conscience que ce qu'on va voir après dans les grandes capitales mésopotamiennes, au 2e millénaire ou même au 3e, ce sont des gens qui ont 4000 ans d'expérience en gestion de l'eau et d'expertise en ingénierie hydraulique. Alors maintenant, nous passons à Larsa, qui est distant de 4 km du site que vous venez de voir. Alors, qu'est-ce que c'est que Larsa ? C'est un très grand site d'Irak qui s'étend sur plus de 200 hectares. On l'a mesuré, on l'a remesuré récemment, donc il fait plus de 200 hectares. Il s'étend plus au nord que ce que vous voyez là. Qui a dominé le pays au début du second millénaire, après l'effondrement de l'Empire d'Our. Les cités-États mésopotamiennes étaient constamment en guerre. Et vous voyez là une carte, c'est la situation politique au début du second millénaire, lors de la grande période de Larsa. Et tout ce que vous allez voir, ça appartient
à la grande période de l'hégémonie de Larsa du début du second millénaire avant notre ère. Alors le site est exploité par les Français depuis 1933. André Parrot, puis Jean Margueron et Jean-Louis Huot ont mené 13 campagnes en tout, qui se sont concentrées, comme c'était souvent le cas de l'archéologie mésopotamienne, sur des grands monuments. Alors, André Parrot a fouillé une porte de la ville, Jean Margueron a fouillé le palais royal, dit de Nouradad, parce qu'il a été certainement occupé par le roi Nouradad, bien sûr, et Jean-Louis Huot a concentré les travaux sur le plus grand temple de la ville, les Babars, la maison brillante, c'est le temple de Shamash, le dieu soleil, la divinité tutélaire de la cité de Larsa. Mais alors Jean-Louis Huot n'a pas fait que cela, et en 1985, on a obtenu des photographies réalisées par Georges Gerster, qui nous a quittés récemment, et qui avait survolé l'Irak en 1973 pour faire des tas de photos aériennes. Et en 1985, il s'est rendu compte que le site était exploité par une mission archéologique, il a communiqué les photos qu'il avait faites, et on s'est aperçu évidemment que le site, il y avait, qui traversait le site, de grandes traînées blanchâtres, comme cela, et d'où des discussions sans fin à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des rues? Donc il y avait des partisans des rues. Est-ce que ce sont des canaux? C'était la grande question. Et d'ailleurs, le géographe de la mission, Paul Sanlaville, qui était un grand géographe, lui penchait plutôt pour l'hypothèse rue, parce qu'il n'imaginait tout simplement pas que les gens de cette époque avaient la technologie nécessaire pour faire monter l'eau sur le site. Alors il disait non, c'est pas possible, ils ne pouvaient pas mettre en place des équipements techniques suffisants, donc c'est certainement des rues. D'autres pensaient que c'était des canaux. C'était le cas, par exemple, de Jean Margueron, qui ne faisait pas partie de la mission, mais enfin qui suivait évidemment les résultats, et qui a fait des restitutions avec des canaux dans tous les sens. Il a restitué une ville ronde comme il en a couvert tout le Proche-Orient. Mais ceci dit, on va voir qu'il avait raison. Quoi qu'il en soit, vous avez à droite le plan général du site en 2019, c'est-à-dire l'année même où j'ai pu, après les interruptions dues aux événements politiques de la région que vous connaissez tous, que j'ai pu rouvrir le site. Bien entendu, il faut dire que la gestion de l'eau, la question de l'eau en Irak, c'est une question qui anime la recherche depuis toujours. Dès le XIXe siècle, évidemment, c'est une question fondamentale pour la raison que j'ai rappelée au début, et qui intéresse aussi bien les historiens que les archéologues. Il y a des textes, bien entendu, qui nous disent beaucoup de choses, y compris qui nous montrent des plans de villes. Ici, vous avez le plan de la ville de Nippur au XIIe siècle, qui était traversé par un grand canal représenté sur le plan de la ville, et bien entendu qui a toujours intéressé les archéologues. À gauche, vous avez une carte des canaux, des grandes prospections de Adams dans les années 60. Mais par la suite, ce qu'il s'est passé, c'est que en raison des événements politiques, l'Irak n'a pas pu être exploité avec les méthodes les plus récentes de la recherche. Donc la recherche sur l'eau, les canaux et la gestion de l'eau en était restée à un état assez rudimentaire. On se contentait en archéologie de quelques prospections dont on tirait des plans très schématiques, complétés par quelques carottages à l'occasion, et puis c'était à peu près tout. Donc on n'avait jamais mis sur pied jusqu'à présent un programme spécifiquement consacré à la gestion de l'eau d'une grande ville mésopotamienne et qui conjugue toutes les sciences requises. Alors à Larsa, évidemment, on ne fait pas que ce programme sur l'eau, c'est une partie de nos activités. Il y a une douzaine de programmes scientifiques qui ont cours actuellement, mais c'est évidemment l'un des plus importants et qui concerne d'abord le réseau hydraulique qu'on va voir et la question de la gestion de l'eau, mais aussi bien entendu l'urbanisme de la ville, puisque dans une très large mesure, vous allez le voir, le réseau des canaux a dicté l'organisation générale du plan urbain, évidemment.
Alors, la méthode que l'on met en œuvre conjugue des spécialistes de toutes les disciplines nécessaires. Donc, bien entendu, nous travaillons avec nos collègues historiens qui nous apportent des données irremplaçables et précises, textuelles sur la question. Nous mettons surtout en œuvre des recherches de terrain et d'abord la géophysique, avec la prospection géomagnétique. Vous voyez la carte ici à gauche. Mais nous mobilisons aussi la géographie, la paléogéographie et la géomorphologie. C'est le travail de Lucie C qu'elle va vous présenter tout à l'heure. Et bien entendu, l'archéologie, puisque ce que l'on voit en imagerie est vérifié sur le terrain, c'est indispensable avec un regard archéologique. La photogrammétrie est utilisée massivement également. On en est à plus de 2000 hectares de capturés par des drones. Et à chaque campagne, nous recapturons à peu près l'intégralité du secteur. En prospection géophysique, nous en sommes à 75 hectares, ce qui est assez considérable. Et alors, toutes ces informations sont croisées et mises dans un système d'information géographique dont on peut tirer des cartes et que l'on passe son temps à regarder en croisant les données pour essayer de sortir les informations qui nous intéressent. Alors ça, c'est les travaux géophysiques dès 2019, lors de la réouverture du site. Et vous voyez qu'on a eu la chance eh bien, de trancher tout de suite la question qui traînait depuis 30 ans, rue Oukano, parce que certaines images, vous voyez l'image à droite en particulier, étaient absolument évidentes et incontestables. Donc on a tout de suite compris que les grandes traînées blanches des photos aériennes correspondaient à tout un système de canaux qui traversait toute la ville. Voilà l'état actuel de la prospection géophysique en 2023, puisque l'année dernière, en 2024, nous n'avons pas pu rejoindre le terrain à cause de la tension politique locale. Prospection géophysique qui est complétée aussi par des profils électriques tomographiques qui nous permettent de contrôler et de vérifier ce que l'on voit en plan, et on voit très bien les profils de certains canaux. Là, vous avez le rempart. Ça nous permet aussi de découvrir des informations supplémentaires, bien sûr. Et voilà l'état actuel que l'on est en train de mettre à jour en réalité. Mais voilà le plan général de la ville et de ses environs immédiats à la suite de la collecte de toutes ces informations. Donc, on a un peu progressé par rapport au plan que vous avez vu tout à l'heure. Plusieurs centaines de canaux de tout gabarit. Les plus importants peuvent faire jusqu'à 25 mètres de large, jusqu'au petit canal d'irrigation jusqu'à la Rigole, jusqu'au caniveau en réalité. Des dizaines de bassins de tout type. En particulier, on va le revoir, le grand bassin P2 de 26 000 m², qui était la plus grande réserve d'eau à l'intérieur de la ville. Ici, bien sûr, vous avez les remparts, qui n'étaient pas connus antérieurement et que l'on a pu découvrir aussi à cette occasion, bien sûr. Et puis, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, le grand port commercial de la ville de Larsa, qui s'étend sur 32 000 m² environ. Alors, on a concentré le travail dans un premier temps sur la recherche des approvisionnements en eau de la ville, parce que c'est évidemment un point fondamental. Si on ne sait pas par où l'eau arrive, on ne peut pas comprendre comment elle se distribue et on ne peut pas comprendre la structure du réseau auquel on a affaire. Alors, on a identifié à l'heure actuelle, je pense, probablement toutes les sources d'approvisionnement successives, parce que le système a une histoire, bien sûr. Donc, les sources principales, vous voyez, ce sont ces grands canaux ici au sud-ouest qui proviennent de l'Euphrate, qui se trouve exactement à 5 km, un peu plus au sud-ouest de la ville. Il y a une deuxième source ici qui vient du nord-ouest, avec ces deux canaux-là, qui proviennent de l'Iturungal, qui était une voie d'eau qui reliait le Tigre à l'Euphrate presque verticalement et qui aboutit à la hauteur d'Uruk, qui se trouve à 25 km plus à l'ouest, et à partir duquel donc, il y a ces canaux qui étaient tirés, donc une seconde source d'approvisionnement.
On vient d'en identifier une, là, cet hiver supplémentaire, ici, qu'on a pu suivre jusqu'à l'Euphrate. Et la plus belle, évidemment, c'est celle-ci, avec ce très très grand canal rectiligne, là, qui était, c'est ce qu'on voit ici, qui était connu par les prospections anciennes des années 60. Ça, c'est un plan de Robert McAdams republié par Steinkeller. Et les prospecteurs, les archéologues, avaient repéré déjà cette section-là du canal, mais pas jusqu'à Larsa. Tout ce que vous voyez ici était invisible, était inconnu. Donc on se doutait, et les textes nous apprenaient qu'un roi nommé Sinilinam avait construit un grand canal avec une prise d'eau depuis le Tigre pour alimenter Larsa, mais nous n'avions jamais trouvé ce canal à Larsa. Donc c'est fait, et je vais en décrire très très brièvement ce système, mais ça c'est la dernière, la plus récente source d'approvisionnement en eau, et c'est celle qui a modifié, remodelé complètement le plan de la ville. Alors voilà l'entrée du canal de Sinilinam dans la ville. Donc vous voyez que la géophysique en donne une image vraiment extrêmement nette. Au départ, dans ce secteur-là, nous travaillions sur le rempart et la porte Paro, c'est-à-dire la porte orientale de la ville, fouillée en 1933, et dont la géophysique a montré que c'était une structure beaucoup plus importante que la toute petite partie qui en avait été fouillée. Et quelques jours plus tard, nous avons découvert cette structure-là et l'arrivée du Grand Canal, et on a compris qu'en réalité, ce n'est pas du tout une porte urbaine ordinaire, c'est un fortin militaire à cheval sur le rempart qui avait pour fonction, évidemment, de surveiller et de défendre l'alimentation en eau de la ville, puisque c'était un secteur absolument vital. Donc on a concentré le travail sur ce secteur-là. Ici, vous avez l'état actuel de la lecture du système d'alimentation en eau de cette phase. Je ne vais pas le décrire en détail, ça serait beaucoup trop long, et je pense que Lucie va donner quelques informations complémentaires. Je dirais simplement en 2 mots que la technique utilisée, c'est un très grand canal qui est en droite ligne sur 17 km et qui fait entre 20 et 30 mètres de gabarit, qui s'arrête brutalement ici, c'est-à-dire qu'il passe à seulement 5 mètres de gabarit. Ce qui crée une pression évidemment considérable sur le flux. Le flux est poussé par le Tigre beaucoup plus haut. Il faut imaginer la colonne d'eau colossale qui arrive en droite ligne sur la ville. Et là, la pression monte et elle franchit cette watergate, je vais en dire un petit mot, et elle rentre dans la ville avec l'énergie suffisante pour franchir très doucement le long des courbes de niveau le dénivelé qu'il y avait entre la plaine et la ville. C'est cette technologie-là que Paul Sanlaville, il y a 30 ans, n'imaginait pas que les gens de l'ARSA pouvaient mettre en œuvre et maîtriser. Alors cette structure est absolument remarquable. Bon, il n'y a pas de mot en français pour le décrire, on peut dire une porte fluviale, les Anglais disent Watergate. Vous voyez ici une des portes de la ville. Le rempart, je ne sais pas si vous le distinguez, mais on le voit assez nettement en géophysique ici. Cette structure de 40 mètres de long avait pour but de laisser le canal rentrer dans la ville, tout simplement en soulevant le rempart de la ville. Et le rempart, vous voyez, passait par-dessus ce soubassement gigantesque, dont Lucie vous dira quelques mots, parce qu'il a évidemment des caractéristiques techniques particulièrement intéressantes. Et là, vous avez une image de l'état actuel des fouilles de Paro en 1933 sur la porte Paro qui se trouve ici. Alors ensuite, très brièvement, comment fonctionne le système ? Eh bien, l'eau peut gravir le petit dénivelé entre la plaine ici et puis le bord du Tel, la ville. Elle rentre dans ce canal C2 qui longe les courbes de niveau en les franchissant le plus doucement possible, bien entendu, pour que l'énergie impulsée au départ soit suffisante pour pousser l'eau jusqu'en haut. Et donc, vous avez sur 1,5 km ce canal qui va jusqu'au nord de la ville en franchissant tout doucement le dénivelé. Et une fois que l'eau est arrivée ici, c'est gagné. L'eau est en haut, l'eau est sur le plateau du site, l'eau est dans la ville, et le grand canal C3 peut tranquillement la distribuer jusqu'au centre de la ville. Puis après, il y a le canal C4 qui prend la suite pour évacuer, drainer le reste, et avec des prises d'eau, évidemment, tout le long du canal C3. Donc voilà le système mis en place par le roi Sinilinam au XIXe siècle avant Jésus-Christ.
Quelques mots sur le Grand Canal C3, qui est un ouvrage absolument remarquable. Donc sa largeur, c'est de 20 mètres environ. Et il était équipé de toute une série d'aménagements. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous voyez ici très bien en géophysique un débarcadère avec une digue en briques cuites derrière, pour protéger le terrain derrière. Donc là, on est sûrement sur un terrain au ras de l'eau, beaucoup plus bas qu'à l'intérieur de la ville. Et il y avait aussi des ponts pour franchir le canal et permettre aux citadins de traverser la ville, bien sûr, ainsi que d'autres voies de franchissement par des digues transverses qui laissaient que quelques mètres à l'eau pour circuler, de sorte qu'au total, le Grand Canal était subdivisé en diverses sections de longueur inégale, mais sections qui avaient certainement un rôle très important pour la maintenance du canal que l'on devait pouvoir fermer pour curer régulièrement cet ouvrage. Alors lorsque nous avons découvert évidemment le pont B69 ici au cœur de la ville, nous avons décidé de le mettre en fouille, bien entendu, car rien ne remplace la fouille pour obtenir des informations précises et nombreuses. Et je vais vous dire quelques mots sur ce chantier que nous avons appelé PZ, c'est-à-dire le pont de la Ziggourate, car vous voyez que la Ziggourate se trouve immédiatement derrière. Là, nous avons le cœur religieux et politique de la ville, donc c'était vraiment un ouvrage très important. Donc voilà le chantier PZ à son ouverture en 2021, et qui visait la pile orientale du pont. On voyait en géophysique deux grosses piles. Donc ça, c'est la pile orientale que nous avons eu la chance de découvrir tout de suite. Elle était relativement proche de la surface, avec une brique cuite inscrite, cerise sur le gâteau, qui nous confirmait que le pont a été construit par le roi Sinidinam, donc l'auteur du grand canal que nous connaissions déjà. Voilà l'état de la fouille en 2023, qui va continuer, je l'espère, l'année prochaine. Donc c'est une structure très complexe, ce n'est pas quelques piles posées comme ça, plantées au milieu d'un canal, qui aurait un profil simplissime. Non, on a une structure très compliquée. Le canal lui-même, en réalité, Lucie C va en redire un mot, présente un profil en escalier, avec divers paliers de plus en plus profonds vers le centre. Et le pont est une structure très compliquée qui compte de nombreuses piles qui s'organisent chacune sur des paliers différents. Et le terrain ici, c'est l'accès au pont proprement dit. Alors évidemment, le tablier a disparu, il était au-dessus, probablement en bois. Mais ici, on avait le chemin d'accès au pont, les sols contemporains ayant disparu, bien sûr. Je précise que là, la grande pile, on a une hauteur conservée jusqu'en bas de plus de 3 mètres d'élévation déjà, et nous n'avons qu'un seul palier du canal, nous n'avons pas la profondeur maximum encore du Grand Canal. Voilà une vue orthostatique du dégagement en 2023, et quelques détails sur cet ouvrage remarquable. La grande pile orientale que vous voyez ici était pourvue de piliers de fondation qui s'enfonçaient très profondément sur plusieurs mètres dans le fond du canal et qui était jointoyé au bitume, évidemment, pour assurer l'intégrité de la structure. Quelques détails, la pile était équipée de canalisation interne pour évacuer l'eau d'infiltration, il y en avait certainement toujours. Vous voyez ici une sortie d'une canalisation interne et un détail sur l'importance du bitume. Ils n'ont pas lésiné sur le bitume, puisque vous voyez que ça a bavé tellement ils en ont mis entre les briques. Alors, ce pont, ce n'était pas le seul. On a vu d'autres points de franchissement tout à l'heure. Et puis, on a continué, bien sûr, la prospection. Voici l'état de nos travaux sur le nord du site. Il y a plusieurs secteurs en cours d'exploration. Je vous montre ça pour attirer votre attention sur une autre structure ici qu'on a découvert en 2023. Et qui est un autre pont, évidemment, encore plus net et certainement mieux conservé que celui que je viens de vous montrer, mais enfin, on ne le fouillera pas, celui-là. Et voilà l'état actuel, c'est un document de travail très récent de cet hiver, l'état actuel de nos informations sur ce quartier.
Je n'ai pas le temps de commenter évidemment l'ensemble du plan. J'attire votre attention sur le fait que les réserves en eau de la ville étaient concentrées au nord-ouest du site et que tout autour, c'est pas que nous n'avons pas découvert de l'architecture, c'est qu'il n'y en a pas. Tout ce secteur-là était vide de construction et intégralement destiné à l'agriculture. Il représente 15% de la surface de la ville, à l'intérieur donc des murs de la ville. Lucie va vous montrer un autre secteur agricole. Nous savons aujourd'hui qu'une surface considérable du terrain proprement urbain était consacrée à l'agriculture. D'autres découvertes importantes, ici nous avons une série d'entrepôts à 50 mètres exactement du Palais Royal, qui se trouvent là, le long d'un canal. Notre hypothèse de travail, bien sûr, c'est que nous avons trouvé les entrepôts royaux liés au palais. Ceci, c'est la zone palatiale et gouvernementale, avec un petit bassin au milieu et des canalisations. Alors cette fois, c'est des canalisations en céramique. On en a trouvé une ici qui alimentait les divers bâtiments tout autour. Et puis pour terminer, un autre secteur, à l'extrémité sud de la ville, c'est la zone du port, que vous avez vu sur le plan général du début, que nous sommes en train d'étendre progressivement et de travailler. Donc ça, c'est un document de l'année dernière. Et voilà le niveau d'analyse actuel. Sont des plans, documents de travail inédits pour le moment, qui seront publiés cette année, très certainement. Donc, le port de la ville, avec un immense bassin de 32 000 m² à l'extérieur de la ville, et qui communiquait à l'intérieur par deux tunnels. Vous avez ici un bouchon de briques cuites qui correspond certainement au parement de briques cuites qui protégeait le rempart en briques crues, mais tout ça a été complètement siphonné par l'érosion. Vous voyez très bien là les chenaux érosifs qui, par la suite, ont balayé tout ce qui se trouvait ici. Et ce qui est spécialement intéressant, c'est que nous avons maintenant, on commence à avoir une image du port intérieur, du port véritablement. Le bâtiment B57 était connu par les prospections des années 80. On avait découvert une brique inscrite au nom de Sinélinam, ici à l'angle du bâtiment, une deuxième ici, mais nous ne savions pas ce que c'était. Évidemment, c'était une brique inscrite dans un grand bâtiment, comme il y en a des centaines sur le site. Donc maintenant, nous savons que B57, c'est en fait l'entrepôt du port de commerce de la ville, et que l'autre brique inscrite qui vient d'ici, elle vient du rempart du port de commerce, car comme c'est le cas de la plupart des grandes installations portuaires, il n'était pas question que n'importe qui puisse rentrer. C'était protégé par une petite enceinte particulière. Je ne vais pas commenter plus avant. Nous avons une partie des docks de la ville, d'autres édifices de stockage, un bâtiment qui ressemble à une tour, comme une sorte de capitainerie ici, et un grand bassin non loin, sans doute pour réguler certainement le niveau d'eau de cette installation gigantesque, et qui était par ailleurs évidemment connectée par de multiples façons à l'ensemble du réseau environnant. Voilà, j'ai abusé de votre patience et je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je prends la suite de Régis pour explorer un peu plus avant ce qui concerne le réseau hydraulique de la ville de Larsa, dont vous avez vu plusieurs secteurs et surtout dont vous avez vu la carte. Donc la carte d'un réseau extrêmement dense. Et puis je développerai plus avant la démarche méthodologique qui nous a permis justement d'arriver à ces résultats absolument majeurs pour une ville de la basse Mésopotamie de cette période, le deuxième millénaire. Larsa était donc une ville d'eau, comme l'a montré Régis. Elle était structurée par un réseau de canaux très dense. Plus d'une centaine de structures ont été détectées, ainsi que de nombreux bassins de taille variable, Régis l'a dit. Ce qui pose la question de la gestion de ces flux d'eau, la question des captages qui vont permettre la fourniture en eau. Pour une ville de cette envergure, comme l'a dit Régis, différentes fonctions étaient présentes à l'intérieur de la ville et requéraient une fourniture en eau constante, croissante au fur et à mesure du temps. Ça, je vous le montrerai un peu plus tard.
Ce sont en effet des usages domestiques, puisque c'est une ville habitée. Ce sont également des usages agricoles, puisque nous avons documenté 2 zones agricoles à l'intérieur de la ville, mais aussi artisanaux. Je pense par exemple à la production de céramique, qui nécessite une alimentation en eau. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est une ville qui était navigable, au moins sur une partie du réseau des canaux intra-urbains et périurbains évidemment. L'enjeu de la gestion de l'eau à Larsa est donc absolument crucial. Les prospections archéologiques dont Régis a mentionné, que Régis a mentionné, elles ont eu lieu dans les années 70-80 dans la plaine d'Ourouk, et elles avaient déjà permis de cartographier un grand nombre de canaux dans la plaine environnante de Larsa. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, ce réseau comportait de larges secteurs vides autour de la ville notamment, en raison de l'ensablement très important de la plaine, ensablement qui masque le tracé des canaux, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est aussi pour cette raison que la connexion de ces grands ouvrages avec la ville n'avait pas pu être établie. L'existence même d'un réseau intra-urbain a suscité un débat, Régis en a parlé, à propos des grands tracés blancs que l'on voit au nord du site, et un débat qui ne fut tranché véritablement qu'au début de nos investigations, à partir de la réouverture de la mission en 2019. Dès 2019, la photo-interprétation des premières images de drone a confirmé la présence d'un réseau interne de canaux et de bassins de stockage. C'est ce que révèle par exemple ici la superposition des 2 images, donc le cliché aérien ancien de George Gerster, daté de 1973, géoréférencé ici, et puis de l'autre côté, les premières orthophotographies de drones qui datent de 2019. Cette superposition montre ici viennent confirmer en fait les limites, l'existence en fait de structures. Ici, il s'agit de la grande réserve P2 dans notre numérotation, la grande réserve qui se situe au nord-ouest de la ville et dont les limites visibles, qui coïncident parfaitement, permettent donc de restituer cette très grande structure et qui occupe une surface au sol de 26 000 m². La démarche mise en œuvre pour restituer le système hydraulique de Larsa s'est donc appuyée tout de suite sur l'analyse des orthophotographies de drones, au niveau du site, mais également à l'échelle de la plaine environnante. Cette couverture photogrammétrique, elle couvre actuellement une superficie de 2000 hectares. Les canaux sont visibles sur ces images, plus ou moins nettement. Par exemple, dans la plaine, on identifie assez nettement le fameux canal C1 dont Régis a parlé, et qui va alimenter le système circulaire de la ville à l'est. On voit bien l'emprise de la structure, même si les levées latérales de l'ouvrage ont disparu parce qu'elles ont été totalement érodées en fait, par la déflation éolienne, donc c'est-à-dire l'action de décapage des vents dominants en plaine. Il reste malgré tout l'empreinte dans la surface. À l'intérieur du site, particulièrement ensablé, l'analyse de ces images révèle également des structures. Par exemple, ici, au sud de la ville, il s'agit de l'emprise du bassin P5, qui est clairement visible sur cette orthophotographie de drone. La couverture drone a été complétée par la prospection géomagnétique. Donc c'est une technique de prospection géophysique qui permet d'identifier et de cartographier des structures dès l'instant qu'elles sont construites, creusées, fossoyées dans la surface et jusqu'à 2 mètres de profondeur. L'image géomagnétique, donc c'est le résultat de cette prospection, l'image géomagnétique, elle permet de restituer des informations plus précises
que ne peuvent le faire des prospections de terrain, par exemple, même si elles restent indispensables, parce qu'elle permet de restituer les dimensions, par exemple, des ouvrages, qui sont généralement très bien marquées. Elle permet également de donner des indications sur les matériaux constitutifs de ces structures. On voit par exemple ici dans le secteur nord du réseau, de la ville, des différences assez nettes, c'est-à-dire des différences dans la signature magnétique des structures, entre de la terre crue, ce qui compose majoritairement ici l'embarcadère, qui longe à l'ouest le Grand Canal, et qui est nettement distincte de la signature magnétique de structures en briques de terre cuite, donc qui apparaissent souvent avec une signature plus blanche, plus lumineuse et en relief. Des investigations géoarchéologiques sont venues compléter cette approche par photo-interprétation à partir de 2021. Les prospections de terrain, elles sont indispensables parce qu'elles permettent de confirmer d'une part la présence de vestiges que l'on identifie en imagerie. Des ouvrages, alors parmi les plus grands, ici c'est le Grand Canal C3, donc c'est l'artère majeure de notre réseau intra-urbain, plus d'une vingtaine de mètres de large, donc sur le terrain, en surface, c'est une très large dépression en fait, que l'on identifie, colmatée par les sables, et souvent ponctuée par des lignes de végétation, des petites végétations xérophytes, éparses comme ça, qui en fait bénéficient de l'humidité qui est retenue par les limons en fond de comblement de la structure. C'est ce qui permet notamment de différencier les structures hydrauliques construites de wadis, c'est-à-dire des cours d'eau intermittents qui peuvent raviner en fait le site, qui se présente sous la forme d'écoulements, mais généralement beaucoup plus sinueux, moins rectilignes, moins profonds aussi. La prospection de terrain, elle permet également d'identifier d'autres structures plus petites, non visibles sur l'imagerie ou de manière ténue ou sans permettre d'interprétation fonctionnelle. Il faut donc aller vérifier sur le terrain. Ici, par exemple, dans le secteur à l'est de la ville, c'est cette approche que j'ai eue à partir de petites anomalies sur les orthophotographies circulaires un peu épaisses que je suis allée vérifier. Et systématiquement, cela correspondait à des structures circulaires, ou à peu près circulaires, on va dire, qui sont construites avec une margelle en fait, en briques de terre cuite et qui correspondent à des structures probablement de rétention d'eau de type citerne. Et ce sont des structures qui longent, pour l'instant, je ne les ai repérées que là, qui longent l'un des canaux de notre fameuse boucle circulaire construite sous Sinudinam, le canal C4. Sur le terrain, on voit aussi des choses que l'on ne voit pas en imagerie, je l'ai dit, parce que les structures hydrauliques peuvent être très petites. C'est le cas par exemple ici, lorsque j'ai découvert un alignement de briques cuites et de pierres qui matérialisait en fait les limites d'un petit canal, justement dans ce secteur est. Et c'est l'identification de cette structure-là qui m'a fait comprendre que l'on se situait probablement dans une zone agricole. Une seconde zone agricole, donc, à l'est de la ville, différente de celle que Régis a présentée au nord-ouest de la ville. L'approche géoarchéologique, c'est aussi creuser dans ces structures hydrauliques, parce qu'elles ont une histoire et parce que les dépôts qui sont préservés, nous renseignent sur le mode de fonctionnement et permettent de faire des interprétations fonctionnelles de ces structures. C'est donc ici la séquence de remplissage, de comblement de cette structure-là, qui permet de voir que l'on a affaire à des dépôts extrêmement fins, lités, très finement stratifiés, ce qui est en fait caractéristique d'un usage pour l'irrigation, puisque l'on contrôle en fait les apports d'eau et qu'on a des lames d'eau qui viennent de manière discontinue,
Donc on a une phase de circulation d'eau et on a une phase de décantation. Et c'est ce qui donne cette structure en couche litée, typique. La démarche mise en œuvre, elle est donc pluridisciplinaire, vous l'avez compris. Elle croise la photo-interprétation des structures hydrauliques avec les données de l'approche géoarchéologique et celles des sources historiques issues du déchiffrement des tablettes et des briques inscrites de l'ARSA. À plus large échelle, l'objectif est de replacer le système hydraulique dans le contexte paléohydrographique de la basse plaine alluviale de l'Euphrate, où ce réseau a fonctionné au 2e millénaire avant notre ère. C'est grâce donc à cette approche que nous avons pu dresser la première carte du système hydraulique de l'ARSA. Dans son état final, l'essentiel de la ville était alimenté par un ingénieux système circulaire de canaux, alimenté par le canal C1, attribué donc au roi Sinidinam au XIXe siècle avant notre ère, comme Régis vous l'a expliqué, un canal qui dérivait les eaux d'un paléochenal du Tigre au nord-est de l'Arsa. Je développe un petit peu le fonctionnement de cette boucle et notamment la manière dont le flux d'eau est géré avant, pendant et après l'entrée dans la ville. À l'approche de la ville, le canal C1 adopte un tracé en courbe juste au nord donc, de la porte Parrot, qui est la porte qui défend en fait ce point d'entrée de l'eau, et il entre le canal C1, en tout cas la branche du canal C1 qui continue jusqu'à la porte ici. Elle va franchir, l'eau du canal C1 franchit une porte massive dont Régis vous a dit 2 mots brièvement, une porte massive dans le rempart adaptée pour le passage du canal. Le gabarit du canal à ce niveau-là n'est plus que de 5 mètres. Pour rappel, en plaine, le canal peut atteindre un gabarit de 30 mètres. En moyenne, il fait 20 à 30 mètres et il était pourvu de puissantes digues latérales, de manière à pouvoir évidemment maintenir la pression qui était exercée à l'intérieur de cet ouvrage. Au niveau donc de la Watergate, le canal réduit à seulement 5 mètres. La réduction en fait, de son gabarit à seulement 5 mètres avait pour conséquence d'augmenter l'énergie cinétique de l'eau, puisque dès l'instant que l'on réduit, le passage de l'eau, on a une augmentation en fait, à la fois de l'énergie cinétique et en même temps de la hauteur de la colonne d'eau. C'est ce qui permettait effectivement de franchir les quelques mètres qui séparaient la plaine du site, qui était légèrement surélevée. Pour mieux gérer le flux d'eau, notamment à l'amont de la ville et à l'amont en fait, de cette porte fluviale, les ingénieurs avaient divisé le flux de C1 en 2 branches. Il ne restait plus que cette partie-là qui passait à l'intérieur de la Watergate, mais une partie était déjà dérivée à l'amont dans un canal C5 qui faisait office en fait de canal de délestage. Donc une partie du flux était déjà dérivée avant, traversait le rempart et était réinjectée plus loin dans le réseau intra-urbain, ce qui permettait par ailleurs à ce niveau-là de poursuivre de réinjecter de la puissance pour que l'eau puisse circuler le long du rempart en C2. L'image géomagnétique montre que la Watergate était une construction massive reposant sur 2 piles en briques cuites de 40 mètres sur 17 mètres 50 chacune, dont la forme semi-circulaire, donc forme comme ça en demi-lune se faisant face l'une l'autre, avait pour but en fait de supporter la pression exercée par l'eau en la répartissant le long d'une ligne courbe.
On a connaissance également dans le réseau d'une autre porte de même type, de même conception, la B17, qui a été construite donc, un peu plus au sud de la ville et qui permettait le passage du canal C26. Le fait d'avoir ces deux Watergate de même conception, même si la B17 ici au sud est de dimension beaucoup moins importante que ne l'est la grande porte fluviale qui faisait passer le canal C1, montre que c'était un dispositif architectural qui était conçu pour la gestion de l'eau et qui était par ailleurs bien maîtrisé à l'ARSA. Dans le réseau intra-urbain, le Grand Canal est un ouvrage majeur au gabarit de 22 mètres en moyenne qui acheminait l'eau au centre de la ville. Un sondage a été implanté dans la partie orientale du canal en 2023 pour documenter ses caractéristiques morphologiques et morphométriques et comprendre la manière dont il s'insérait dans la structure urbaine. Ce sondage a permis de mettre au jour la partie supérieure du cavalier oriental de l'ouvrage, c'est-à-dire le remblai taluté, qui est constitué des sédiments excavés lors du creusement de l'ouvrage et dont la pente interne sert de paroi au canal. Au sommet du remblai, le soubassement d'une structure architecturale a été dégagé sur 8 niveaux d'assises, des assises en briques cuites, aménagées dans une réservation du mur, une grosse conduite en céramique, vraisemblablement un égout, déversant les eaux directement dans le canal, n'est autre que l'extrémité de la canalisation identifiée le long du bâtiment B54, plus à l'est dans la ville, et qui avait été fouillé par Dominique Charpin à la fin des années 80, si mes renseignements sont bons. L'extension de ce sondage, donc au cours de la prochaine mission, aura pour but vers l'est de mieux comprendre l'organisation du secteur urbain contigu à ce canal, de vérifier en l'occurrence la présence d'un quai éventuellement, dans la mesure où le canal plus au nord, au niveau de la fouille, au niveau de la pile orientale du pont B69 que Régis a montré, a effectivement révélé la présence d'un quai le long de cet ouvrage. À la terminaison sud du Grand Canal, donc on est là. Une partie de l'eau était dérivée dans un canal plus étroit, le C4, qui évacuait l'eau vers le sud-est, et puis dans le réseau périurbain au-delà du rempart. Au nord de C4, la photo-interprétation et les prospections de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont permis de révéler une seconde zone agricole. Elle était structurée par le canal C144, globalement parallèle au canal C4, qui s'alimentait à la réserve ici au bassin P29, qui était par ailleurs soutenu, dont le débit était soutenu par d'autres petits canaux, voilà, qui partaient directement de C4. La zone agricole s'étendait vers l'est, également vers le nord, dans un secteur libre de construction, à l'exception de quelques bâtiments isolés. Les cultures étaient irriguées grâce aux canaux qui partaient de C4 à angle droit C148, C149. Et la zone était bordée au nord par des bassins et des constructions également. Donc tout ça, c'est un secteur construit qui est en cours d'analyse. Et parmi ces constructions, d'ores et déjà ont été repérés certains bâtiments à fonction de stockage de type grenier au plan compartimenté. Cette zone agricole, d'une superficie de 25 000 carrés, n'a donc absolument rien à voir avec celle du nord-ouest de la ville, qui s'était développée sur près de 30 hectares jusqu'au sud de la ville. Dans ce secteur, un parcellaire agricole a été révélé grâce à la prospection géomagnétique. Il s'agit de grandes parcelles ou de grands jardins qui étaient délimités par des petits canaux d'irrigation alimentés par la réserve P2 et puis par des petits canaux, des canaux de drainage permettaient d'évacuer les eaux vers la plaine. Dans cette partie ouest de la ville,
on peut observer que le réseau intra-urbain était relié au réseau périurbain par une succession de petits drains indépendants les uns des autres. Ce type de franchissement du rempart était donc correspondait à une phase ancienne de l'histoire du réseau, donc antérieure aux Watergate, qui seront aménagés par la suite pour le franchissement du canal de canaux majeurs. Cette évolution dans l'organisation du réseau interne de la ville se retrouve également dans le réseau périurbain. Des chevauchements et des dédoublements de canaux révèlent en effet qu'ils n'ont pas tous fonctionné aux mêmes périodes, et leur analyse, croisée avec les données historiques et archéologiques, ont permis d'établir 4 grandes phases de développement du réseau tout au long du 2e millénaire. Le système le plus ancien est attribué au roi Gungunum, qui a développé surtout le réseau à l'ouest de la ville. C'est un réseau qui était structuré par 2 grands canaux de 15 mètres de large chacun, C37 et C88, alimentés par l'Iturungal et l'Euphrate. L'eau était probablement amenée donc au plus près du rempart, à l'ouest, et à l'intérieur de la ville, les canaux C19 et C16 devaient probablement correspondre à ce premier état du réseau. Il a été développé sous les règnes d'Abissaré et de Soumouel, à partir du grand bassin P9, qui l'alimentait. Donc P9 arrive juste ici, qui acheminait donc l'eau jusqu'au nord-ouest de la ville et la redistribuait vers le nord et également vers l'ouest, dans un secteur qui était déjà structuré par d'autres ouvrages issus de la période précédente. La 3e phase de développement de notre réseau, attribuée au roi Nouradad, développe le réseau à la fois à l'ouest et au sud, notamment grâce au canal C38 qui est construit à l'ouest, parallèlement à l'ancien canal C88, dans le but de doubler la fourniture en eau. Le canal C50, venant du sud-ouest, double également le canal C49 de la période précédente, dans un objectif toujours de augmenter la fourniture en eau pour la ville. La 4e phase correspond aux grands travaux de Sinidinam, déjà évoqués. Il s'agit donc de cette fameuse boucle des canaux C1 à C4 qui vont complètement remodeler la ville dans sa partie orientale notamment, mais d'autres canaux viennent s'y approvisionner à l'intérieur de la ville, mais également en plaine. La densification du réseau au cours du 2e millénaire et la multiplication des captages sur l'Iturungal, sur l'Euphrate et puis ensuite sur le Tigre a nécessité une gestion de l'eau à l'échelle de toute la plaine. C'est la fonction des bassins de stockage qui ont été identifiés au sud de la ville, alimentés donc par des canaux qui dérivaient les eaux de l'Euphrate. Ils étaient munis en fait de très larges digues de terre, jusqu'à 20 mètres de large par exemple pour le bassin, pour celui-ci. Et à l'intérieur de ces digues, la particularité de ce système, c'est que des petits canaux étroits ont été creusés à l'intérieur des digues et ils servaient de canaux déversoirs pour récupérer en fait le trop-plein des bassins s'ils venaient à déborder. Et dans la mesure où ils étaient tous interconnectés les uns aux autres, cela permettait de réinjecter l'eau vers d'autres bassins. Je terminerai avec un autre exemple de cette gestion de l'eau à l'échelle de la plaine, avec l'identification de méga-réservoirs, ce qu'on appellera des méga-réservoirs, puisque là, les dimensions sont encore plus importantes que les bassins que je viens de montrer. Par exemple, le bassin P27, c'est environ 105 000 m², la moitié pour celui-ci. La localisation au nord donc, de ces grands réservoirs, connectés par tout un réseau de canaux au reste de la ville, mais également ici. On voit ici la connexion de l'extrémité du bassin P27 au reste de la ville. Leur localisation donc, dans la plaine suggère en fait qu'il pourrait s'agir d'anciennes sections de paléochenaux, donc naturelles, qui ont été déconnectées et qui ont évolué et qui auraient évolué comme des dépressions de bras morts.
donc des dépressions régulièrement inondées et qui ont été réutilisées, transformées en grands réservoirs, étendus, agrandis au fur et à mesure du temps en fonction des besoins. Le même type de réservoir a été identifié au sud il y a quelques semaines. Alors ça nécessite évidemment de travailler sur les connexions entre ce très grand réservoir du sud et le reste du réseau de l'ARSA. Mais ce sont des données importantes qui montrent que le paysage entier de la plaine alluviale de l'Euphrate tout autour de l'ARSA avait été complètement transformé, exploité pour la gestion de l'eau. Il est déjà bien tard. Juste quelques mots pour conclure. D'abord, personnellement, si vous me permettez de rappeler des souvenirs, j'ai commencé à travailler à l'ARSA quand j'étais étudiant en 1974. Et donc, j'ai un demi-siècle, ça m'effraie complètement de dire ça, un demi-siècle d'expérience sur ce terrain. Et je dois vous avouer que... Donc, on a arrêté les travaux en 1989 et ils ont repris en 2019. Et je suis absolument ébahi par les progrès qui ont été faits depuis 2019. C'est les nouvelles techniques et bien entendu les compétences des spécialistes qui interviennent maintenant sur le terrain, ça transforme complètement l'approche traditionnelle qui existait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de formidable, parce que j'ai vraiment vu ça sur le terrain. C'était ma première remarque. La deuxième remarque, alors là, je la ferai comme spécialiste des textes, il y a un va-et-vient qui est extraordinaire parce que certaines données du terrain ont pu être comprises grâce aux données textuelles et je ne vous dirai pas la joie qui a été la mienne quand on m'a appelé au moment où la brique inscrite a été trouvée dans la pile de pont. J'étais à ce moment-là avec la mission et j'ai pu tout de suite la déchiffrer et c'était formidable parce que ça confirmait complètement ce qui avait déjà été subodoré, mais ça marche aussi dans le sens contraire parce que, à la lumière de tous les travaux qui ont été faits sur le terrain, eh bien, nous avons pu relire certains textes qui étaient déjà connus et dont l'intérêt n'avait pas apparu aux spécialistes, et donc ça marche dans les deux sens. Et puis, troisième remarque, à la suite de tous ces travaux, eh bien, il y a des nouvelles questions qui se posent, et pour nous, spécialistes des textes en particulier, on va devoir relire les contrats, notamment, qui ont été découverts. On n'imaginait pas du tout qu'il puisse y avoir une telle superficie intramuros qui soit dévolue à l'agriculture. Et du coup, il va falloir relire tous ces textes pour essayer de voir si on n'a pas des indices comme quoi des contrats qui étaient déjà connus concernent non pas du tout les environs de la ville, comme on l'a cru pendant longtemps, mais les parcelles à l'intérieur même de la ville. Donc là, il va y avoir un travail important. Et puis je terminerai juste, pour ne pas abuser de votre patience, en disant toute notre reconnaissance à la Fondation du Collège de France et au programme ACD particulièrement, puisque, par exemple, l'UCC vient de réussir le concours pour le poste de postdoc qui était mis au concours. Et donc, à partir du 1er mars, elle va pouvoir poursuivre ces recherches dont vous avez vu à quel point elles sont très fructueuses. La mission qui aura lieu à l'automne prochain va également bénéficier de financements supplémentaires. Et donc, tout ceci est plus qu'encourageant et je crois que vous êtes tous convaincus par les progrès qu'on a pu réaliser et les perspectives nouvelles qui s'offrent. Merci encore de votre patience.